Amis de la masse, bonjour, sur la chaîne du Doc et dans cette vidéo on va parler de foot et on va parler de blessures. C'est le début du mondial et il n'y a pas un match sans qu'il n'y ait pas une blessure d'un joueur de foot, d'où la question qu'on peut se poser, les joueurs de foot ne sont-ils pas fragiles ? Et je sais c'est volontairement provocateur mais vous allez le voir, il y a possiblement plusieurs raisons à cela qu'on va détailler tous ensemble. Avant de commencer la vidéo, même si vous boycottez la Coupe du Monde au Qatar, ne boycottez pas cette vidéo, laissez un pouce bleu, un abonnement, un commentaire, dites-moi coucou, ça fait plaisir et surtout ça soutient la chaîne. Bref, on va parler de football générique. Avant même le début du mondial, on apprenait que Karim Benzema était forfait à cause d'une blessure à la cuisse gauche, a priori une déchirure musculaire. Ensuite, au niveau des matchs, on a eu d'abord la blessure impressionnante, le chaos technique du défenseur saoudien qui s'est fait mettre un coup de pied ou un coup de genou, je ne sais plus exactement, au niveau du visage et qui est resté allongé au sol. Ensuite, on a eu Neymar qui s'est blessé la cheville, Lucas Hernandez qui s'est fait une rupture des ligaments croisés. Très honnêtement, si je n'avais pas été très occupé pendant cette période, j'aurais quasiment pu vous faire une vidéo de blessures par jour. Mais j'ai décidé d'aborder la question sous un autre angle. Et la question, elle n'a pas attendu le mondial, les joueurs de foot sont-ils fragiles? Puisque très souvent, eh bien, c'est déjà un des clichés, on va dire, quand on compare les footballeurs qui sont des simulateurs par rapport à des sports d'hommes, entre guillemets, comme le rugby, où là, les mecs, ils se font casser le nez, ils sont en sang, mais ils continuent de jouer. Alors sur le premier point de la simulation, je vais faire une très brève aparté, le football, c'est un sport qui, effectivement, peut basculer sur les coups arrêtés, que ce soit les pénaltys, combien de matchs ont basculé sur un penalty et une faute dans la surface de réparation. Donc vous avez tout intérêt quand vous êtes un footballeur à, on va dire, rendre les coups et les fautes, même si elles ne sont pas forcément réelles, spectaculaires. Donc si vous vous faites un petit coup, si vous vous faites toucher, vous avez intérêt forcément à simuler et à faire croire que vous êtes blessé gravement, puisque l'arbitre, qui est un humain, va avoir plus tendance à mettre des coups francs et à accorder les fautes s'il pense que vous avez été traumatisé, blessé ou en tout cas victime d'une attaque de la part de l'adversaire. Maintenant qu'on a fini cet aparté, il y a quand même des petits points à aborder sur la fragilité entre guillemets des joueurs de foot. Puisqu'on pourrait se dire que des joueurs qui sont professionnels, qui sont génétiquement doués pour le football et qui sont entraînés au plus haut niveau, comment ça se fait qu'ils se blessent autant et qu'ils ont toujours des petits bobos? Et je vous ai sélectionné une petite liste de différents points. Le premier point, ce sera le sport de haut niveau qui va inévitablement frôler avec la blessure. Quel que soit le sport, qu'on parle de football, de basket, de rugby, de musculation, donc le bodybuilding ou même les sports de force, par exemple powerlifting, strongman, dès que vous poussez votre corps aux limites, eh bien forcément, vous avez un risque de vous blesser qui est supérieur à simplement une séance d'entraînement ou une personne qui s'entraînerait, on va dire, en amateur. Ça ne veut pas dire que l'amateur ne peut pas se blesser, puisque combien de personnes, même on va dire dans mon entourage, se sont fait des blessures parfois relativement graves, par exemple les ligaments croisés, l'entorse de cheville ou encore une fois l'entorse grave où les ligaments sont complètement rompus, le traumatisme du poignet, en allant jouer au foot avec les collègues ou avec les potes le dimanche parce que justement ils étaient insuffisamment préparés. Mais entre ces sportifs du dimanche et ces sportifs professionnels, eh bien, il y a tout un monde et notamment, il y a les personnes, on va dire, qui sont des sportifs réguliers sans être professionnels où vous vous entraînez régulièrement, vous faites en sorte justement d'éviter les blessures et vous vous dites comment des sportifs professionnels peuvent se blesser autant. Et il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que justement les sportifs professionnels dont c'est le métier vont tout faire pour maximiser leur performance au détriment de leur, on va dire, leur santé ou en tout cas leur intégrité physique. Dit comme ça peut paraître stupide, on a envie de dire oui mais pourquoi un sportif professionnel dont la carrière, le salaire, l'avenir dépend de son corps va justement prendre autant de risques et notamment de risques de blessures? Eh bien c'est beaucoup plus facile à théoriser qu'à appliquer en pratique courante. Tout simplement parce que quand vous êtes un professionnel, vous dépendez de vos performances et donc essayez de se retenir en se disant oui mais peut-être que je vais me blesser si je vais courir trop vite, si je vais soulever trop lourd. Inévitablement parmi les personnes qui font les performances les plus élevées,
il y a une part, on va dire, de, entre guillemets, hein, je vais appeler ça le sacrifice, ou en tout cas l'abnégation qui va dire en gros tant pis pour mon corps, je vais forcer au maximum. Vous comprenez bien que s'il n'y avait pas cette part d'abnégation, d'ignorance du risque, il n'y aurait plus de record, et ce quel que soit le sport, sans même forcément aller jusqu'au sport extrême. Une personne ou un powerlifter qui va soulever une barre de 500 kg au développé couché, si à un moment il commence à réfléchir et à se dire oui mais attends 500 kg en fait c'est lourd, hein, si jamais la barre elle glisse et qu'elle tombe sur ma poitrine, je peux mourir coupé en deux. Pareil pour la personne qui va escalader l'Everest ou faire de la haute montagne. Pareil pour les plongeurs qui descendent en apnée à des profondeurs complètement hallucinantes. Et pour les personnes qui font des sports, on va dire, un petit peu moins à risque en apparence, notamment le football, eh bien c'est la même chose. Si tu commences à te dire à chaque tacle, à chaque dribble, à chaque figure, ben attention, peut-être que mes ligaments croisés, ils vont pas aimer. Peut-être que si je saute un peu trop haut et que je me réceptionne, ma cheville va se tordre. En fait, vous ne pouvez pas raisonner comme ça, ou en tout cas, dans une certaine mesure, je ne prône pas l'autodestruction, mais en tout cas, je vous dis juste que quand vous poursuivez de façon extrémiste un but de performance, eh bien forcément, vous êtes obligé à un moment de faire un petit peu abstraction des signaux de votre corps et de votre mental qui vous dit que peut-être ce que vous faites c'est dangereux. La Formule 1 c'est la même chose, ça vient de me traverser l'esprit à 300 km/h. Au moment où tu rates ton virage et que tu t'écrases dans les plots, voilà, ta vie elle peut basculer à chaque instant. Donc des sports, il y en a énormément où le danger est présent, et s'il n'y avait pas justement cette ignorance, cette abnégation du risque, il n'y aurait pas de performance. Et j'avais beaucoup aimé cette citation d'un de mes profs de médecine du sport qui avait dit « Les sportifs professionnels ont le moteur d'une Ferrari dans une carrosserie de 2 chevaux ». En gros, ça veut dire que plus tu peux développer de puissance, et probablement que autant toi que moi, on ne peut pas développer une puissance incroyable, sinon on ne serait pas devant notre écran, on serait des sportifs professionnels, mais leur corps, leurs ligaments, leurs tendons, ils sont un petit peu comme ceux de tout le monde, et plus vous allez frôler avec la performance extrême, et plus les structures, on va dire, de soutien vont avoir des difficultés à suivre. Et c'est beaucoup plus difficile de renforcer toutes ces structures de soutien que de renforcer, on va dire, ses muscles, son agilité, son explosivité, puisque ça peut aller plus vite, surtout pour une personne prédisposée, mais ça ne veut pas dire que son sport ne va pas abîmer sa carrosserie, c'est-à-dire tous ces tissus de soutien. Toujours dans le sport professionnel, il faut bien rajouter à tout ça un facteur très important psychologique quand vous êtes dans une compétition. Qui plus est le mondial, hein, c'est comme les Jeux Olympiques. Pour le footballeur, le mondial, c'est la compétition à ne pas rater où il faut tout donner pour faire une performance incroyable. Ça veut dire que c'est vraiment la compétition où ils vont se donner à fond, qu'importe les conséquences pour leur corps. Le deuxième facteur maintenant, c'est le type de sport. On pourrait penser en apparence que le football est un sport où il y a relativement peu de risques de se blesser. Ce n'est pas un sport de contact, c'est plutôt un sport de rapidité, de précision et d'adresse, alors que d'autres sports, par exemple le rugby, l'haltérophilie, eh bien, ou encore la lutte, il y a beaucoup plus de risques de se blesser. Et la première chose à prendre en compte, c'est est-ce que le sport est un sport individuel ou un sport collectif. Dans un sport individuel, il y a bien sûr des risques de blessure, on ne peut pas tout prévoir, mais globalement, ce risque est amoindri, puisque c'est vous et vous seul qui allez préparer votre performance, que ce soit votre sprint, que ce soit votre figure si vous faites de la gymnastique, que ce soit votre barre, enfin en gros votre lift, je ne sais pas le traduire en français si vous êtes un haltérophile. Bien sûr, vous pouvez vous déchirer un ischio sur le démarrage du sprint, vous pouvez faire une mauvaise réception, vous pouvez vous prendre la barre en pleine figure et finir écrabouillé, mais globalement, le risque est moindre. Alors que dans les sports collectifs, il y a toujours une part d'imprévisible. Que ce soit un dribble, que ce soit un tacle, que ce soit un changement de direction, vous ne pouvez pas prévoir comment va réagir l'adversaire, comment il va se placer, qu'est-ce qu'il va faire, et donc vous allez en permanence devoir adapter ce que vous aviez prévu de faire, et donc ça veut dire que ce sont des sports qui sont en pratique non pas plus violents en apparence, mais en tout cas pour le sport, qui vont imposer des changements et des adaptations en continu. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous préparer à 100% dans votre tête à votre match. Et donc tous ces sports pivots sont beaucoup plus à risque que les autres de blessures, notamment au niveau des appuis, que ce soit la cheville ou le genou. Pour comparer maintenant le football et le rugby, il y a quand même des grosses différences. La première, c'est que le foot, c'est un sport de pied, contrairement au rugby, au handball, au basket. Le fait d'avoir tout à faire au niveau des pieds, ça veut dire que vous êtes moins précis et que toutes les actions vont se situer au niveau du bas du corps. Les dribbles, les tacles, les contacts, bref, tout va être transmis au niveau des cuisses, des genoux, des chevilles.
et il n'y a malheureusement pas grand chose à faire pour s'y préparer. Théoriquement, les contacts sont interdits alors qu'au rugby c'est autorisé, donc au rugby finalement vous êtes prêt ou en tout cas relativement prêt à subir des contacts, donc mentalement et psychologiquement ainsi qu'à l'entraînement vous allez vous être entraîné justement à encaisser, alors qu'au final au football si vous vous prenez un tacle dans la cheville ou un dribble violent, il n'y a pas grand chose que vous puissiez faire, même si bien sûr il y a des facteurs de renforcement à l'entraînement. Justement la transition est parfaite avec le troisième facteur qui est la préparation physique et le renforcement musculaire. Très clairement, dans tous les sports, le fait d'avoir des muscles puissants et surtout équilibrés va être un gros facteur de diminution des blessures. Typiquement, pour préparer sa cheville, vous pouvez faire du renforcement musculaire au niveau des mollets, au niveau des fibulaires, donc ce sont en gros les muscles qui vont faire l'inclinaison latérale pour justement essayer de décharger un petit peu lors des appuis, lors des amortis, la pression des ligaments pour essayer d'en transférer une partie au niveau des muscles. C'est d'ailleurs ce type de renforcement qu'on va conseiller aux personnes qui ont des entorses de cheville à répétition. Pour le genou, vous pouvez essayer de le stabiliser au maximum en renforçant quadriceps et ischio-jambier dans une proportion, on va dire, qui sera optimale. Donc le but d'une bonne prépa physique, c'est justement de déterminer les ratios de force et ensuite de les corriger pour que le genou soit équilibré musculairement parlant au maximum. Ensuite, il y a d'autres techniques de préparation des muscles et de toutes les structures, on va dire, articulaires au sens large à la blessure. Typiquement, ce sera par exemple, j'ai ça en tête, donc je vais vous en parler, le travail en excentrique, puisque dans le football, dans le rugby, eh bien, il va y avoir de fortes accélérations et décélérations, c'est-à-dire que vous allez devoir freiner une charge. Cette charge, c'est votre poids de corps, et donc il faut s'être préparé à ce travail excentrique pour que le muscle, le jour du match, eh bien, il soit prêt à ralentir une charge et à résister. Donc pour répondre à cette question, est-ce que les joueurs de foot sont suffisamment conditionnés musculairement et préparés? Forcément, je n'aurai pas la réponse. Ça va être très individuel entre les différents joueurs, entre les différentes équipes, mais effectivement, peut-être que c'est un point qui pourrait être amélioré. Il y avait eu un reportage sur l'équipe de France et la musculation qui avait été un peu tourné en ridicule de la part des personnes qui faisaient de la muscu en disant mais c'est quoi ces squats à la machine guidée, c'est quoi ces exercices? Bref, peut-être que c'est un petit peu caricatural et que le reportage ne montre pas ce qui se passe réellement, mais il est vrai que, à mon sens, dans la culture du football, le renforcement musculaire passe au second plan par rapport à d'autres sports, on va dire le rugby, le football américain, où là clairement ce sont des sports de puissance, où il faut une grosse masse musculaire, il faut un gros gabarit, et où les sportifs ont très vite compris que s'ils ne se renforçaient pas musculairement parlant, eh bien en gros ils n'allaient pas faire long feu. Quand tu es un rugbyman, si tu n'as pas compris l'intérêt d'avoir un gros gabarit pour pouvoir résister aux blessures, eh bien c'est que tu es quelque part un petit peu suicidaire. Alors que le football, on peut se dire non mais attends, le foot il n'y a pas de contact, en théorie le football il n'y a pas de contact entre les joueurs, tout au plus du corps à corps et du coude à coude, mais il n'est pas censé y avoir de tacle avec contact. Théoriquement vous êtes censé jouer le ballon et non pas jouer l'adversaire, c'est quand on voit des tacles hyper violents où les personnes elles vont tacler les chevilles qu'ils se prennent justement des cartons jaunes ou des cartons rouges, alors qu'au rugby voilà, tu sais que tu vas aller te combattre dans la mêlée, tu vas aller justement essayer de repousser l'adversaire et que tu vas te faire plaquer. Donc si tu ne te renforces pas, quelque part c'est un peu la sélection naturelle. Maintenant on va aborder rapidement les deux derniers points. Le quatrième c'est la susceptibilité génétique. Comme partout, il y a une grosse variation entre les joueurs. Tous ne seront pas égaux sur les blessures et notamment sur la résistance de leurs tissus, que ce soit les articulations, les muscles, les ligaments, les tendons, et vous pouvez justement avoir une très grosse performance et une très bonne capacité musculaire pour justement tirer des balles très puissantes, très précises, faire des figures impressionnantes, mais pour autant que vos structures ne tiennent pas forcément aussi bien que celles du voisin. Enfin, cinquième facteur, le mode de vie. Sans faire de clichés, on entend parfois que les joueurs de foot ne sont pas les plus observants sur leur hygiène de vie, sortie en boîte, fumette, malbouffe, McDo, etc. Bref, je ne vais pas généraliser et là encore on peut argumenter et dire que dès qu'un joueur de foot va faire une petite entorse à l'hygiène de vie modèle d'un sportif, il va être pointé du doigt, là où peut-être que si un joueur de badminton était retrouvé en boîte en train de fumer, personne n'en aurait rien à faire et donc ce serait un non-événement. Maintenant, pour faire une généralisation, très clairement le mode de vie et l'hygiène de vie est importante. Pour avoir une récupération optimale, il faut bien dormir. Si vous manquez de sommeil, si vous mangez n'importe quoi, si vous n'apportez pas les bons nutriments, que ce soit les macronutriments
ou les micronutriments et les vitamines à votre corps, eh bien vous allez récupérer de façon moins bonne et vous risquez de vous blesser. Pareil pour le tabac, c'est un gros facteur inflammatoire qui va entraver la récupération. L'alcool, c'est la même chose. Bref, il est nécessaire pour un sportif de haut niveau d'avoir une bonne hygiène de vie et c'est un des secrets de longévité. Maintenant, de là à rapporter la fréquence des blessures au seul mode de vie, c'est un raccourci un petit peu facile. Bref, voilà pour mon petit commentaire sur les blessures des footballeurs et notamment le mythe du footballeur qui serait en gros un gros fragile. Tu peux bien sûr me dire ce que tu en penses en commentaire et si tu as d'autres idées pour expliquer le nombre de blessures des footballeurs, et je pense que ça peut apporter des précisions très intéressantes. Comme toujours, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne si ça t'a plu pour ne rien rater des prochaines vidéos. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm pour des vidéos d'1 minute sur le sport et la santé. Et sur ce, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!